Bonjour Christophe, bonjour à tous et ravi d'être de retour dans la vie des livres pour la chronique Sciences et Fiction. Le 30 septembre prochain, la sonde spatiale Rosetta mettra fin à sa mission en s'écrasant sur la comète Churyumov-Gerasimenko. La sonde spatiale Rosetta a fait la une de l'actualité assez souvent, de même que son atterrisseur Philae. Mais on peut quand même se demander ce que cette sonde spatiale faisait là, autour de cette comète. Quel intérêt y a-t-il eu à dépenser des millions d'euros pour étudier une comète alors que l'on pourrait étudier des planètes ? Peut-être les scientifiques sont-ils tombés sur la tête ? Pour comprendre l'intérêt qu'il y a à étudier une comète, il faut déjà avoir une petite idée de ce qu'est une comète. De ce qui fait qu'elle n'est ni une planète, ni un astéroïde, et je vous propose donc un rapide tour d'horizon des objets du système solaire. Une comète, en fait, c'est un noyau de glace et de poussière, accompagné d'une chevelure et d'une queue. La comète orbite autour d'une étoile. Par exemple, la comète peut orbiter autour de notre Soleil. L'orbite d'une comète étant elliptique, c'est-à-dire que ça fait un ovale plus ou moins allongé, la comète va parfois s'approcher très près de son étoile, et lorsqu'elle sera relativement proche, les forces que lui fera subir l'étoile génèrent sa chevelure, qui est une sorte de fine atmosphère de gaz et de poussière. La proximité de l'étoile générera aussi les deux queues de la comète, une queue constituée de poussière, l'autre de gaz ionisé. Ces queues vont pouvoir s'étendre sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Lorsqu'on les perçoit depuis la Terre, on les appelle des étoiles filantes. Ce sont en fait les poussières que perdent les comètes. Il ne faut pas confondre les comètes avec les astéroïdes. Les astéroïdes, eux, sont constitués de roches, de métaux et de glace. S'ils atteignent ou dépassent les 1000 km et ont une forme plutôt sphérique, on va même pouvoir les considérer comme des planètes naines. C'est le cas de Cérès ou Pluton. Un astéroïde s'écrasant sur le sol d'une planète est appelé une météorite. Son impact générera un cratère plus ou moins grand et pourra avoir des conséquences désastreuses telles que des séismes sur une plus ou moins grande échelle. S'il n'atteint pas le sol, il restera à l'état de météore en se sublimant dans l'atmosphère. Cependant, ça ne l'empêchera pas parfois de faire de gros dégâts, comme en Russie en 2013, un météore qui, par l'élévation de température qu'il a provoquée dans l'atmosphère, a causé des blessures chez un certain nombre d'habitants, ainsi que l'explosion de multiples vitres de bâtiments. Un astéroïde peut donc être une planète naine dans certains cas. Il existe en tout 5 planètes naines dans le système solaire. Une planète naine va être un corps de plus petite taille qu'une planète, sphérique et orbitante autour du Soleil. Pluton est considéré comme étant une planète naine depuis 2006. On peut dire qu'il a été rétrogradé du statut de planète à celui de planète naine. Enfin, une planète, elle, va être un corps sphérique d'une masse supérieure à 5×10 puissance 20 kg et d'un diamètre de plus de 800 km. Dépourvu de réactions thermonucléaires, c'est-à-dire des réactions thermiques et nucléaires que l'on va trouver au cœur d'une étoile, et ce corps orbite autour d'une étoile, telle que notre Soleil. Il y a bien évidemment 8 planètes dans notre système solaire, depuis que Pluton a été rétrogradé. Maintenant que l'on a une meilleure idée de ce qu'est une comète, nous allons pouvoir nous intéresser à ce qui peut amener les scientifiques à étudier un bête bloc de gaz et de poussière. En fait, l'étude des comètes a pour but tout simplement de nous permettre de comprendre la formation du système solaire et peut-être aussi les origines de la vie sur Terre. En effet, il y a 4,6 milliards d'années, notre système solaire n'était qu'une nébuleuse protosolaire, c'est-à-dire un amas d'hydrogène, d'hélium, de glace et de silicate. Cette nébuleuse s'est condensée, ce qui a augmenté la température en son centre, jusqu'à ce que ce centre devienne une proto-étoile, c'est-à-dire l'ancêtre de notre Soleil. Autour de ce proto-Soleil, les éléments les plus lourds ont été maintenus en place et ils se sont agrégés pour former les planètes telluriques, telles que la planète Terre. Au contraire, les éléments les plus légers se sont éloignés de ce cœur et eux ont formé les planètes gazeuses, telles que Jupiter. C'est à la hauteur de Jupiter que certains éléments ne se sont pas agrégés aux autres et ont été repoussés jusqu'à la frontière du système solaire. Ils se sont regroupés dans 2 immenses régions, la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort. Ces objets
ont une composition qui n'a pas changé depuis la formation du système solaire. C'est dans la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort que l'on va trouver toutes les comètes que nous connaissons dans notre système, telles que la comète Churyumov-Gerasimenko que va étudier Rosetta. La composition de ces objets n'ayant pas changé depuis la formation du système solaire, on espère que leur étude va pouvoir nous permettre enfin de comprendre ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, plus en détail. L'étude pourrait aussi nous permettre de comprendre notre propre planète. En effet, il est envisagé que l'eau de la planète Terre pourrait provenir des comètes et astéroïdes qui se sont écrasés à la surface quelques dizaines de millions d'années après sa formation. Il est fort probable que les comètes aient aussi apporté les composés organiques qui vont être à l'origine de l'apparition de la vie sur Terre. L'étude de Churyumov-Gerasimenko va peut-être donc nous apporter quantité d'informations quant à nos origines. Peut-être allons-nous découvrir que nous sommes en fait tous des extraterrestres débarqués sur la Terre il y a de cela plus de 4 milliards d'années. Lancée le 2 mars 2004, Rosetta avait donc pour mission principale d'étudier une comète. Pour cela, elle a été équipée d'un atterrisseur, le petit Philae, une petite centaine de kilos, qui s'est posé sur la comète le 12 novembre 2004. Philae va communiquer avec la sonde ponctuellement jusqu'au 9 juillet 2015 et le 27 juillet 2016, tout espoir de communication ayant été abandonné, l'interface utilisée pour qu'il puisse rentrer en communication avec Rosetta est éteinte. Philae, tout comme Rosetta, ont constitué des exploits techniques. En effet, jamais aucune sonde spatiale n'est entrée en orbite autour d'une comète, et encore moins envoyer un atterrisseur dessus. Il faut déjà, pour lorsqu'on envoie un engin dans l'espace, qu'il puisse résister aux conditions extrêmes du système solaire, les variations gigantesques de température, les vents stellaires, et dans le cas de Rosetta, il fallait en plus qu'elle puisse se placer en orbite autour de la comète. Cela nécessitait une synchronisation qui n'avait encore jamais été envisagée, les comètes circulant à des vitesses très très élevées, et donc difficiles à atteindre. Pour parvenir à atteindre cette vitesse sans consommer une quantité de carburant impossible à transporter, Rosetta a utilisé ce que l'on appelle l'assistance gravitationnelle, c'est-à-dire qu'elle a profité de la force de gravité des corps célestes qu'elle a croisés durant son voyage. Cela lui a donc permis de gérer sa trajectoire, de gagner en vitesse et d'entrer en orbite autour de la comète. Quant à Philae, il a dû, à une très grande vitesse, réussir à se poser sur une surface dont la consistance était alors très peu connue. 3 atterrisseurs différents avaient été mis en place afin de lui offrir un maximum de chances de réussir sa mission. Lorsque Philae est finalement atterri sain et sauf sur la comète, c'était un exploit encore jamais réalisé qui est largement retransmis sur les écrans de télé. La mission de Rosetta et de Philae a été lancée par l'Agence spatiale européenne. Ça a été un grand succès. Et désormais, les nombreuses données récoltées vont devoir être étudiées par les scientifiques. Le 30 septembre, lorsque Rosetta va s'écraser dans la comète, elle récupérera un dernier flot de données qu'elle l'enverra à l'Agence spatiale européenne avant de disparaître à jamais dans notre univers. Peut-être, grâce à cette sonde et à son atterrisseur, comprendrons-nous mieux la formation du système solaire et l'apparition de la vie sur Terre. Ces problèmes de résistance technique des objets dans l'espace, ces problèmes de synchronisation d'une orbite ou d'atterrissage ont été abordés par Arthur C. Clarke dans l'un de ses romans « Rendez-vous avec Rama ». Dans Rendez-vous avec Rama, ce que l'on pense au début être un astéroïde va s'avérer en fait être un vaisseau spatial extraterrestre qui circule dans notre système solaire. Une mission va être envoyée pour assurer l'étude de ce vaisseau. Et je vous invite à lire ce roman, ô combien passionnant, pour découvrir ce qui va arriver à l'équipe scientifique qui va rencontrer, pour la première fois de l'histoire, une civilisation extraterrestre. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette chronique de rentrée vous aura intéressé, et je vous invite à me retrouver pour une prochaine chronique Sciences et Fiction, le mercredi 5 octobre,
dans l'émission La vie des livres de 9h à 11h sur Radio Plus d'Ouvrin. Je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.